Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8. Donc cette semaine, c'est en compagnie de Jérôme Charlet, libraire à Montfort, qui est venu nous donner un conseil de lecture, comme il sait en donner tous les jours, avec son coup de cœur de la semaine. Donc, bonjour Jérôme. Bonjour Nathalie. Donc coup de cœur de la semaine, La Route bleue. La Route bleue de Kenneth White. Voilà. Hier, on s'est quitté effectivement sur une remarque que vous faisiez qui est très importante, que je trouve très importante, c'est dans le niveau de lecture, ou le fait que ce soit un livre très très abordable, comme vous disiez, d'une simplicité dans l'écriture, et à la fois, je trouve qu'on sent derrière cette simplicité d'écriture, il y a une philosophie de vie qui est très prégnante et qu'on sent tout au long de son écriture quand même. Oui, tout à fait. C'est vrai que Kenneth White a cette particularité-là de ne pas vouloir faire autorité, de ne pas vouloir faire système et écraser son écriture avec des concepts, mais en même temps d'avoir un vrai fond et d'avoir une vraie manière d'aborder le monde et d'aborder d'aborder la vie. C'est comme s'il donnait un peu la parole à l'autre, en fait. Oui. Quand il écrit. Oui, on parlait donc du nomadisme intellectuel de Kenneth White, et on est vraiment sur cette idée-là que l'autre peut nous aider à nous voir nous-mêmes, mais l'autre, non seulement l'autre humain, qui vit différemment dans des lieux différents, mais aussi la nature, dans toutes ses formes, aussi bien minérale, végétale, animale. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une écriture du simple et on s'approche de certaines visions poétiques et philosophiques orientales, notamment d'un certain bouddhisme, où justement l'homme, en se trouvant au milieu du monde, va à la fois découvrir sa place dans le monde et atteindre à quelque chose. Et sa modeste place. Et sa très modeste place, tout à fait. En lisant Kenneth White, j'ai toujours cette idée et cette vision d'un moine bouddhiste qui était, pendant un Moyen-Âge japonais assez troublé, un moine bouddhiste qui s'appelait Ikkyu. Donc Ikkyu, c'est un moine qui était issu on dit qu'il était le fils de l'empereur, mais le fils illégitime. Donc il a été confié à des monastères, etc. Et lui avait une vision du bouddhisme non pas institutionnalisée, mais justement une vision du bouddhisme une vision un peu empirique. Un peu empirique et un peu de vivre dans le monde avec les autres humains et avec tout le reste. Et son moment de son illumination, c'était un moment où il se promenait dans une grande forêt pour ramasser du bois, pour pouvoir faire du feu, et avec tous les bruits de la forêt, des arbres, des animaux tout au loin, du vent, de l'eau qui coulait, il s'est perdu lui-même. C'est-à-dire qu'il a perdu sa pure subjectivité, cet élément qui est pour le bouddhisme une illusion. Et pendant quelques secondes, il a été cette partie du grand tout. Et là, donc, on raconte qu'un corbeau a crié et que ça l'a ramené à sa subjectivité. Et à ce moment-là, il a été totalement différent. Il y a eu une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience de sa place dans le monde. Et chez Kenneth White, il y a un peu de ça.
Chez Kenneth White, il y a vraiment, et c'est aussi une chose qui se voit chez lui, et aussi dans La Route bleue, c'est toute la notion du monde blanc. Il parle, donc, le Labrador, c'est aussi le lieu où il y a de la neige et où on arrive sur le blanc. Les bouleaux sont blancs. Les bouleaux sont blancs, la neige est blanche, etc. Et cette thématique du monde blanc, chez lui, extrêmement intéressante, parce qu'on est justement sur ce un peu double sens du blanc, c'est-à-dire à la fois simplement la couleur réelle de ces espaces-là et de ces choses-là, mais en même temps, on est aussi sur le blanc, c'est-à-dire le non déterminé. Ce qu'il appelle, alors c'est peut-être lui qui a nommé cette sensation le white-out. À un moment, dans son livre, il parle du white-out qui est le contraire du black-out. Oui. Mais c'est l'éblouissement par la neige, par cette ivresse de lumière. C'est un concept à lui, ça, finalement. Oui, je pense que, si je me souviens bien, c'est bien lui qui l'avait mis en place. Et c'est vrai qu'on est sur cette idée-là. C'est-à-dire, c'est aussi faire des trous dans les concepts et les langages pour voir ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est le blanc. C'est-à-dire que moi, ça me rappelle énormément, pour revenir à ça, ça me rappelle énormément un poète allemand qui s'appelle Rainer Maria Rilke, que tout le monde connaît avec les lettres à un jeune poète. Mais là, ce qui m'attache ici, c'est plus un recueil de poèmes qui s'appelle Les élégies de Duino. Donc c'est un ensemble de 9 élégies écrites par Rilke, où il y a ce mouvement-là. C'est-à-dire que Rilke, qui a été très influencé aussi par le bouddhisme, se demande pourquoi l'homme écrit. Parce que les animaux, les plantes, etc., sont tournés, il dit, vers l'ouvert, c'est-à-dire vers la pure présence, vers la pure inscription dans le monde. Il n'y a que l'homme qui est tourné vers lui et non pas vers l'extérieur, et qui écrit. Et donc, il passe la moitié de ses élégies, justement, à essayer de voir pour que l'homme se tourne vers l'ouvert. Et lorsque, justement, on atteint cette ouverture, l'écriture nous revient parce que on écrit parce qu'on est comme ça, parce que l'homme écrit. C'est pas, voilà, et c'est un peu ça qu'il dit dans les lettres à un jeune poète. Il dit, si c'est juste pour écrire pour écrire et pour faire beau et pour briller en société, c'est inintéressant. Si on écrit parce que c'est fondamental et que c'est la manière dont l'humain en moi parle, enfin l'homme en moi parle, et dont moi, en tant que personne, parle, eh ben, c'est l'écriture. Ça prend tout son sens. Et chez Kenneth White, il y a de ça. Il y a vraiment de ça. D'ailleurs, il dit à un moment aussi, parce qu'il parsème son livre de petits haïkus, oui. Et il dit que ces haïkus sont pour lui des bouffées d'air pour ne pas justement devenir fou de toute cette ivresse. Oui. Qu'il prend comme ça, je veux dire, face à la nature, face à tous ces mondes que vous disiez, qu'ils soient animal, végétal, minéral, c'est comme une survie pour lui, pour ne pas devenir fou, quoi. Oui, parce que, de cette ivresse. Parce que cette suspension absolue, on ne peut pas en revenir. Et à ce moment-là, on perd l'humanité qu'on a de nous-mêmes. Et la différence entre Rilke et Kenneth White, c'est que Rilke a un côté un peu à mettre des majuscules à l'homme, à mettre des majuscules au monde, etc. Alors que Kenneth White, ce qui l'intéresse et la manière dont il parle et la manière dont il met en place les choses, c'est pas du tout pour, encore une fois, pour faire
une systématisation derrière pour dire l'humain, c'est l'humain en moi qui parle, etc. Non, c'est... Il y a beaucoup d'humilité dans Il y a énormément d'humilité. Dans son écriture. Et c'est simplement lui, en tant que personne qui vit à ce moment-là du monde, qui a cette histoire-là, qui écrit. Et qui écrit des choses pour lui fondamentales. Mais voilà, c'est vraiment pas... Et c'est ça qui est très très intéressant chez Kenneth White, c'est que il y a une vraie humilité, il y a une vraie vision, non pas de, encore une fois, des mots en majuscules, mais de simplement sa vie. D'ailleurs, c'est comme ça aussi. Alors, son écriture, comme on dit, cette humilité, on la ressent dans l'écriture, qui est simple, qui est abordable, mais aussi dans sa manière d'aborder les autres, qui est... voilà, c'est aussi beaucoup d'humilité quand il va voir les Indiens, quand il rencontre à l'occasion des Indiens, ou même le tenancier du bar. Voilà, cette humilité, elle est dans tout ce qu'il dit, ce qu'il fait, comment il écrit, comment il parle aux autres. D'ailleurs, il parle souvent assez peu. Il questionne pour apprendre. Enfin, c'est comme si c'était un peu un voyage initiatique et qu'il était là pour faire parler les autres, pour les connaître. Et il s'oublie un petit peu quelque part, quoi. Oui. Et il prend sa place, en fait, et pas plus. Et c'est se met à côté. Voilà. Et c'est très vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que le côté où il a une humilité même humaine, c'est parce que moi j'ai eu la chance de le rencontrer 3-4 fois. Pour moi, c'est un très 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 grand auteur. Pour moi, c'est une personne qui, tous les ans, je surveille parce que je suis persuadé qu'à un moment ou un autre, il aura le prix Nobel de littérature. Donc tous les ans, je me dis, c'est toujours pas lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'ailleurs, il a eu le prix, le prix Médicis étranger. Le prix Médicis étranger. Pour la route bleue. Et moi, quand je l'ai rencontré, j'étais, je me sentais tout petit, etc. Et la manière dont il parle... il a une manière de vivre qui est réelle aussi dans les rencontres qu'on peut faire avec lui. C'est-à-dire que on a parlé une demi-heure de littérature, de poésie, de tout, et c'était d'égal à égal. Alors que non, c'était Kenneth White en face, et en fait c'était moi. Donc, oui, mais lui, il se positionne toujours comme à côté, voilà. Ni au-dessus ni au-dessous. Exactement. Il est à côté, quoi. Et c'est une manière de vivre qui est incroyable. Et qu'on retrouve dans cette écriture. Et qu'on retrouve dans son écriture, tout à fait. Qui est du coup simple, pas simpliste, mais simple. Il pose juste les choses, enfin, sans en faire effectivement des superlatifs à toutes les phrases. C'est juste posé, quoi. Oui, voilà, une simplicité. Et effectivement, on se doute bien que c'est un prolongement de lui-même. C'est lui qui est comme ça, quoi. Oui, ça se sent dans l'écriture. Voilà. Et cette écriture, là, on est sur l'une des formes de son écriture, parce qu'il écrit 3 types de choses. Mais c'est vrai de tout le reste. C'est-à-dire que là, on est sur ses récits de voyage. Il en a écrit quelques-uns, mais il a écrit aussi de la poésie, vraiment de la poésie, avec des vers, etc. Et il écrit des essais. Et en fait, ces 3 formes sont tout à fait abordables, toutes les 3. Oui, c'est lui, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... bien évidemment, dans les essais, il y a plus de références, plus de choses, etc., plus de concepts, mais encore une fois, c'est totalement abordable, totalement lisible. Et de même, sa poésie, c'est pas une poésie verrouillée, symbolique, avec des grands mots, etc. Hyperbolique. Voilà. Et même, il y a un humour dans sa poésie. Moi, je me souviens d'un poème absolument qui marque bien ça, qui marque à la fois cet humour et en même temps son inscription dans la géopoétique, qui est un poème dans un de ses derniers recueils qui s'appelle Les Archives du littoral.
Et c'est un poème où il raconte... Enfin, c'est un poème qui est soi-disant trouvé sur la grève, écrit sur un caillou ou quelque chose. Et donc, il y a le poème qui a un côté parfois un peu ampoulé. Et en plein milieu, parfois, vous avez des petites parenthèses. Et là, c'est marqué illisible, trace de lichen. Là, c'est marqué, donc le poème continue, et en plein milieu d'un vers, vous avez l'eau a dû effacer cette partie de la poésie. Voilà. C'est-à-dire que il y a le côté humoristique, bien évidemment, le côté où il ne se prend pas du tout au sérieux, où justement, dès que le poème commence à vouloir se prendre au sérieux, il le ramène. Il est gommé. Donc, il le ramène à sa hauteur. Et en plus, il le ramène à sa hauteur avec des éléments naturels, avec le lichen, avec l'eau, avec tout ça. C'est-à-dire, c'est aussi, en fait, ces éléments-là, loin de gommer la poésie, font partie de la poésie. C'est-à-dire elle s'invite dans la poésie, et c'est... On a des mots, mais on a aussi du lichen, et on a aussi de l'eau, et on a aussi encore des mots, et voilà, et tout ça, c'est de la poésie. Donc, si vous aviez encore des doutes, eh bien, voilà, la route bleue de Kenneth White, donc poète, beaucoup de poésie dans ce livre, et un très très beau récit. C'est un petit peu, voilà, je dirais que ce livre peut aussi être une synthèse des 3 formes qu'il écrit. Oui. C'est un récit de voyage, beaucoup de poésie, et puis aussi une forme d'essai dans sa découverte des Indiens. Mais là, on va garder ça pour demain. Voilà. À demain alors. À demain. Kenneth White, La route bleue. Je vais me procurer une bonne carte du Labrador, faire une visite au centre d'études nordiques de Laval et jeter un coup d'œil à la réserve Huron d'ancienne Lorette. Je commence à m'organiser. Comme vous avez déjà dû le deviner, mettre la main sur une carte du Labrador n'a pas été une mince affaire. Je pouvais acheter des cartes où figuraient toutes les villes, tous les villages, tous les trous entre Montréal et New York. Je trouvais des cartes des États-Unis, du Canada anglais, de la province du Québec, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, du Japon. Mais le Labrador m'a cache. Le Labrador devenait de plus en plus lointain et inaccessible. Pas même une carte. J'ai presque failli en dénicher une au ministère des Terres et Forêts, mais le dit ministère fermait ses portes pour le week-end. Aurais-je l'amabilité de revenir lundi ? Je suis sur le seuil du paradis et on me prie poliment de revenir lundi. Les institutions et les individus ne seront jamais sur la même longueur d'onde. Voilà pourquoi je suis anarchiste. Un anarchiste rieur. L'homme avec qui je parle au centre d'études nordiques revient tout droit du lac des Huttes sauvages. Archéologue. Quand je lui demande de m'indiquer des livres sur le Labrador, il commence par dire qu'il n'y a pas grand-chose. Mais après lui avoir tiré les vers du nez pendant 1 heure, suivi de 2 heures de recherche consciencieuse dans la bibliothèque, j'ai une bibliographie d'une 50aine de titres. Assez pour tenir le coup. Et une carte du Labrador. Qu'est-ce que vous voulez faire avec tout ça ? Écrire un poème ? Je ne savais pas que les poètes travaillaient comme ça. Je ne suis pas du Poitou. Comprenez-moi bien, je n'ai rien contre le Poitou. C'est la terre des Pictes, après tout, si on remonte assez loin en arrière. Ce qui veut dire que les gens de là-bas sont mes cousins. Mais l'idéologie régionaliste ne va jamais assez loin en arrière. Elle ne va jamais plus loin que grand-maman. Vous savez, grand-maman, la force vive de la nation. Un peu plus tard, toujours plongé dans ses réflexions, je parcours le menu du restaurant Le Gaulois quand mes yeux tombent sur la soupe du barde. « Va pour la soupe », me dis-je en posant mon pouce droit sur ma dent de sagesse gauche, selon le moult ancien rite celte. Parce que, en France, si on vient d'Écosse, d'Irlande, du Pays de Galles ou de Bretagne,
ou de n'importe quelle partie de la frange celte, et qu'on se mette à aligner quelques rimes, on est un barde. Tôt ou tard, il se trouvera un critique pour vous qualifier de barde. Pas étonnant que Yeats ait dit que le journalisme était la ruine de la littérature. Alors, que ce soit clair, les gars, une fois pour toutes. Un barde, c'est quelqu'un qui chante l'histoire de la tribu. Étant sans tribu et faisant tout ce que je peux pour sortir de l'histoire, je ne peux tout simplement pas être un barde barbu, ok ? Appelez-moi Ismaël, nomade intellectuel. Je ne sais si je suis à la recherche d'une tribu. Je ne le pense pas. Je préfère la compagnie d'esprits solitaires et secrets comme Scott Erigen et Duns Scott. Mais il est vrai que les tribus m'intéressent en ce moment, d'une certaine façon. Peut-être parce que j'en ai plein le dos des nations et des États. Ce qui nous amène tout naturellement au village Huron. Tu passes devant un Irving, tu continues tout droit, tu vas voir une curve et ensuite tu traverses un pont. Ce sont les indications données en chemin à mon ami écrivain qui conduit la voiture. Et ça marche. Voilà la station-service, puis le virage et enfin le pont. Comme le sait tout écolier, le mot Huron est de fabrication française. Il vient de Ur et évoquait la manière dont ces Iroquois coiffaient leurs cheveux. Quant au mot Iroquois, il contient au moins un petit quelque chose d'indien. Il provient de Iro, qui signifie « j'ai parlé », ce que disaient toujours les Indiens après avoir fait un petit discours. Et ils faisaient toujours des petits discours, ces Indiens. C'est seulement après s'être fait complètement rétamer que l'Indien est devenu taciturne. Gros Louis, le chef de la réserve, n'est pas taciturne. Il n'est pas seulement volubile, il est aussi articulé. Il a même écrit un livre, et voici ce qu'il dit. Je suis indigné par la législation qui a doté la province du Québec d'un drapeau officiel qui n'a rien à voir avec la réalité de la province. Pourquoi avoir choisi pour nous, comme emblème, les lys blancs qui n'ont jamais poussé ici et ne pousseront jamais? Non, ce drapeau ne flottera jamais sur notre réserve. Je me suis juré de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour empêcher cela. La meilleure façon de déjouer leur plan était d'élaborer un drapeau qui nous représenterait, qui symboliserait nos activités et notre mode de vie. Je l'avais en tête, le drapeau que j'imposerais quand les circonstances le permettraient. Une peau d'ours noire avec une raquette au milieu. Pour montrer que c'était bien nous qui l'avions créé, je mettrais au centre de la raquette une tête d'Indien. Puis, pour insister, il y aurait un canoë indien voguant sur l'eau bleue qui reflète notre ciel, aussi bleu en hiver qu'en été. Mon rêve s'est réalisé, et ce drapeau flotte sur notre réserve huronne et protège notre identité et notre peuple avec toutes ses traditions et tout son orgueil. On peut penser ce qu'on veut des drapeaux, même les plus sympathiques. Mais quand j'entends Gros Louis déclarer qu'il veut réveiller son peuple de 3 siècles de léthargie, je me dis 3 siècles, ce n'est pas si long. Depuis combien de temps dormons-nous en Europe? Dans le musée indien de Gros Louis, on peut voir un mocassin qui aurait appartenu à Sitting Bull. Vrai ou faux? C'est une bande de plaisantins, ces Indiens. Et ils aiment raconter des blagues. Ils ont un sens précolombien de la comédie. Des Rabelais à peau rouge. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.